Et bonsoir, comment ça Salut. va, cher Dry Paints? Ça va bien, merci. Et toi? Ça va très bien. Je sais que je viens de te lâcher une dinguerie en pré-stream, dont on ne parlera bien évidemment pas in-stream. Voilà, messieurs, mesdames, comment allez-vous? On est là, comme à notre habitude, ponctuelle, hein, de la petite musique qui devrait être pas trop fort normalement, mais n'hésitez pas à nous le signaler comme d'hab. Dry m'a fait constater quelque chose il y a très peu de temps, c'est que ça fait plus d'un an qu'il est là pour assister donc, depuis le Stranger Stream également, en tant que monsieur Félix. Non, Olivier Bélix. Olivier Bélix. J'avais l'histoire, j'avais plus le link. Le temps passe. Ouais, et ça fait toujours plaisir d'être là. Et également. Alors, c'est quoi la dinguerie? Eh ben, évidemment, bien sûr que vous ne saurez C'est pas. pour le watch time, il le dit à la fin. Peut-être que oh, je vais faire le truc le plus putaclic. Écoutez, je pense que s'il y a assez de likes et RT sur la vidéo YouTube de Replays, on pourra envisager un leak d'anecdotes de vie éclatées. Ça va faire un peu à la bad news. Il s'est passé des choses. Alors, on va passer en screen share. Est-ce vraiment que tu veux utiliser un petit peu les trucs dont tu vas nous parler ce soir? En amont, ou on se le fait au fil de l'eau, classique? Ouais, on va se les faire au fil de l'eau. Allez, toi aussi tu as aucun moyen de savoir ce que tu as préparé à l'avance. Que dalle. Je pourrais faire un récap, mais il y a trop de liens, il y a trop de choses. Micro-passage, on en a parlé durant le dernier stream de Vim Hero, mais je voulais vraiment revenir dessus parce que j'en ai refait un coup et que vraiment, si vous l'avez pas fait, it is time to get started to use Vim for fuck's sake. Je vois trop souvent des gens qui galèrent avec leur IDE ou avec leur à ouvrir un nano, à faire, j'ouvre un nouvel, comment dire, j'ai vu des gens très récemment. Nano gang. Ouvrir un navigateur de fichiers, un explorateur de fichiers pour céder quelque part, faire clic droit, ouvrir terminal, taper 2 commandes, fermer le terminal, fermer la gestion des fichiers et recommencer. Et j'ai vu ça en boucle. Et en fait, faites de la CLI, faites du Vim, faites des trucs, gagnez en productivité. Soyez productifs, le diable. On veut des blazes. Non, l'idée n'est pas là. Mais en vrai, c'était trop cool. Je sais pas si je peux le reprendre comme ça, mais juste, je voulais teaser un petit truc. Ça se termine sur un jeu. Opening Lines, non, pas du tout. Delete Operator, Basic. Ah voilà, ça se termine quand même sur un jeu où t'es censé te débrouiller pour te balader avec les différents curseurs pour aller remove, copier, modifier, fixer un texte. Mais tu peux pas. Genre en gros, les bugs, ils ont une jauge de vie. Attends, je reprends ça. Parce que moi je suis plus touche clavier et donc je galère un peu et donc c'est à base de end, before end, voilà. L'idée c'est que si lui il te passe dessus, il te tue en one shot et toi il faut que tu lui passes dessus 4 fois pour arriver à le déboîte. Oh. Donc en théorie il y a quand même moyen de trickser un peu le jeu parce que si t'es là et que tu fais genre fin de ligne, début de ligne, ah non c'est sur un mot, il n'y a pas moyen de trickser le jeu. Mais du coup t'es là, tu fais du before end. Il vient de chercher, il a fait demi-tour. Ouais, il a fait demi-tour à chaque fois que tu passes dessus en plus. En vrai, c'est rigolo. Mais c'est pas si simple à prendre en main, c'est pas si simple. Donc on a ça, on enchaîne ensuite avec du Linux Journey. Pour ceux qui débutent, normalement, vous en êtes plus là si vous regardez mes streams, mais souvent on tombe sur des petits nouveaux qui disent oui, mais comment on fait, comment ça marche. J'ai regardé un peu le contenu, c'est vraiment minimaliste, mais il y a que la partie utile en fait. Il y a vraiment juste les bases où à chaque fois vous voyez quelqu'un struggle sur sa machine pour installer quelque chose, nettoyer, faire des gestions d'utilisateurs ou autre, c'est là, petite bible qui marche bien. Petit retour à chaud sur encore un lien de la semaine dernière. J'ai enfin un Insta qui n'a plus de feed et qui n'a plus de Reels et j'ai récupéré 1 heure de glandouille assumée par jour où désormais je fais des choses. J'ai pris des rendez-vous comptables, j'ai pris des rendez-vous médecins. Récupérer votre vie, c'est quand même vachement pratique. Trop bien, ça me rappelle un article dont j'avais parlé là. Lequel il y a I don't want to be a pentester et Nord Don't You ou un autre? Non, c'était justement c'était sur la gestion du temps et tu sais à quel point on doit des choses aux gens. Ouais. Je pense que tu te souviens, c'était en gros les applications qui te bloquent l'accès, par exemple à Insta. Ah oui, comment dire, c'était anti-ergonomique.
Ouais, il y avait pas pire que, en fait, t'avais quand même un bouton pour aller désinstaller cette application et retrouver ton temps sur Insta ou sur Facebook ou quoi. Et en fait, le gars avait développé une app qui allait checker le temps que t'avais passé sur les applis et après le soir qui te faisait un gros post avec tous tes amis et lui il avait mis son frère par exemple et tu sais s'il désinstallait l'application, le frère le soir sur son app il voyait ton frère c'est une merde, il a désinstallé l'application et il a passé 8 heures sur Insta, tu vois. Le petit beacon. Ouais, non, en vrai, c'est bien, c'est bien. Mais juste là, tu vois, vraiment l'angoisse d'ouvrir 1, 2, 4 fois le téléphone, allez, on va être honnête, 20 fois le téléphone dans la journée, de tourner sur les 3 applis parce que tu cherches Insta pour scroller, ou équivalent, on a tous nos drogues, ils se rendent compte que non, c'est bon, tu l'as désinstallé et derrière tu fais autre chose. Terrible, terrible vraiment les habitudes qu'on récupère. Ah ouais, bah ouais. Hello Kyliadion et bien sûr hello à tous les régus qui sont déjà présents. Et bonjour à nouveau. Est-ce que tu as vu parler de ça là, de cette horreur? J'ai vu le nom de l'article passer, je ne l'ai pas lu, Ok, globalement encore une vidéo Fireship où il explique un peu comment Claude et Anthropic 2 ils ont commencé à faire des systèmes pour rivaliser avec les GPT et là on est vraiment à du un coup de Docker Run et on plug une IA sur une interface type VNC plus command line pour que l'IA puisse commencer à faire des choses. Donc de l'autocode, de l'auto-review, de l'auto-pen test, de l'auto-forensic. Et en vrai, je suis grave deg parce qu'ils ont sorti ça. Donc un outil qui fait un peu tout de manière automagique. Il y a, voilà, il est sorti il y a 5 jours et lui il est vraiment chaud sur l'actu, donc c'est sorti il y a 1 semaine même pas, peut-être un poil plus. Et j'ai dans mon keep depuis 3 semaines avant que ce soit un hot topic, il faut qu'on prenne le temps de plug un chat GPT avec un read, evaluate, print, repeat loop, repeat loop. Juste faire en sorte que ça fasse, on puisse donner un prompt initial de, je sais pas, code quelque chose, et que derrière l'IA itère sur std in et std out dans un Docker pour pouvoir lui faire des choses. Lui faire, ouais, je sais pas, taper des commandes, ouvrir Vim, faire des trucs, lui expliquer qu'elle est en command line donc elle pourra pas faire autre chose. Mais bon. Et il l'a fait. Ouais. Il dit quoi, c'est le dernier Claude qui peut ouvrir un browser maintenant? Ouais. Comme tu dis, Yanzax, c'est ça. C'est Claude qui maintenant peut ouvrir un Excel, un browser, faire des choses, aller faire des dessins, des conneries comme ça. Et voilà. Et donc, grosse infra, grosse VM. Et derrière, on automatise plus une tâche, une API, et on automatise la personne qui est devant l'écran. Nous. Mais par contre, ça va faire des tests de fuzzing d'interface vachement sympa, je pense. Ça sera peut-être un peu lent au début, genre très lent, parce qu'il faut quand même parser des images. Mais c'est chouette. Mais après, pour les gros blocs de texte et tout, genre, imagine, t'as un dump d'erreur qui fait 1500 lignes, l'IA, elle va te manger ça. Ouais. Elle va te manger ça comme elle veut, quoi. Alors que nous, parser les 1500 lignes, se les palucher pour trouver la petite ligne d'erreur qui te dit où est-ce que ça crache. On agrèpe. Ouais, mais des fois, tu galères quand même. Ouais, complètement. Mais bon, on va voir, ça va être rigolo. Vraiment, je pense qu'il va commencer à y avoir un écosystème peut-être dans les SaaS de plugger notre outil à votre GitHub et dès qu'il voit que, tu sais, quand ça fait des tests, dès qu'on voit qu'il y a quelque chose qui pète, ça va automatiquement déployer un autocodeur pour aller réparer les tests ou les mettre à jour. Pour hotfix et tout, ouais. Ouais. Pour hotfix ou juste se plugger une roadmap et aller faire tout seul des PR. Ça existait déjà un peu en automatisé, mais là, ça va quand même un step plus loin. Ça serait une dinguerie. Et avec un petit coup de Renovate Bot qui, en plus de te faire une MR pour te dire j'ai upgrade, il te fait en plus la migration sur les versions majeures. Ouais. Moi je serais content quand ça aura rénové Renovate Bot. Sans qu'on lui demande. On a pas mal parlé dans le Discord, le Euler Financial Hack. Vidéo très sympa de Vulga sur qu'est-ce qui s'est passé pour affecter la blockchain Euler et le protocole Euler. C'était cool à lire, mais en vrai, je me suis senti con en le regardant. Tu sais, ils en parlaient surtout à Gary qui a dit c'était incroyable, gros mind blow. Mais en fait, comprendre la technique, oui, mais comprendre ce que ça implique en termes de finances derrière, c'est genre full bug métier. C'est compliqué. En fait, t'es plus littéralement ingénieur financier que ingénieur contrat, quoi. Il y a forcément des minimums de base de technique à choper.
mais complicado plus. Et merci Anzax pour partager le lien Discord. Faudrait que je le mette aussi en garder sous le coude. Donc voilà, allez regarder si vous l'avez pas vu. Pareil, on en profite, petit coucou au copain François qui sort des vidéos sur pétage d'AD en interne et les ways classicaux pour pouvoir péter de l'interne. Donc c'est toujours un petit régal à ces vidéos, donc n'hésitez pas, pareil, à aller découvrir si ce n'est pas déjà connu de votre personne. Bon, ça, on a passé l'actu, hein, on n'est pas très réactif. T'avais vu passer ça ? Je l'ai mis dans mes articles aussi. Peut-être pas celui-là, mais je voulais au moins en parler un peu parce que je sais qu'on n'aurait pas parlé. Mais ouais, j'ai vu passer. Tu veux que je ressorte un article ou juste on en parle comme ça moi, l'article c'était juste pour avoir une occasion de parler du truc. C'est une dinguerie de s'attaquer à un truc aussi utile. Ouais, aussi utile, aussi. Ouais, c'est ça, c'est d'utilité publique. C'est ça. Bah, tu me diras comme les hôpitaux. Hein. Ouais, c'est tiré sur l'ambulance, quoi. Ce qu'il s'est passé, mesdames et messieurs, c'est que notre beloved web archive, donc gros stockage d'internet, plein d'outils qui sont plugués dessus, des API pour pouvoir récupérer des pages, des URL, tout un tas de screenshots dans le temps de sites web qui s'est fait attaquer et qui s'est fait dump. On parle quand même de 31 millions d'utilisateurs pour pouvoir mettre des pages en cache, même si je pense qu'il y a un mode anonyme. Sacré dump, vraiment. Et genre, tu peux pas péter cette boîte et dump son contenu. Son contenu, c'est plus grand que ton stockage. C'est vrai, beaucoup de boîtes, je pense. Mais bon. Voilà, ça sont les commentaires sont un peu self-explanatory. Le choc dans la communauté. Tu sais comment je l'ai appris, moi ? Vas-y. J'ai reçu un mail de Have I Been Pwned. Bonjour, votre adresse email fait partie d'un dump. Plus tard ce jour-là, bonjour, c'est Free, comment allez-vous ? Ah non. si, tiens, on peut faire celui-là dans la foulée. Je ne suis pas client Free, mais ma mère est cliente Free et... On a tous des très bons amis clients Free. Ah oui. J'ai mis juste là, une demi-heure avant le call, 7 choses-là en bookmark. Comment se protéger d'un prélèvement frauduleux ? On peut mettre des listes blanches pour les prélèvements SEPA, parce que Free, vous le savez, tous les RIB ont fuité, a priori pas les mots de passe, pas les logins, machin. N'empêche que je suis tombé sur cette personne qui avait fait un super thread sur la base c'est du mytho, personne ne peut rien faire avec mon IBAN. Post-leak, parce que bien sûr, a priori, les IBAN de tous les clients Free ont fuité. Et il explique que globalement, trouver le bon provider, faire un ou deux petits checks Know Your Customer, et derrière, c'est plié, quoi. Enfin, on fait du prélèvement. Si on peut automatiser ça en masse, c'est sûrement là la plus grosse partie, c'est automatiser en masse sans passer dans les threat detection. Et ben c'est la merde, hein. Il explique qu'il fait tranquillement ses prélèvements et qu'il n'y a pas de compte externe ajouté, il n'y a pas forcément de notif, ou des fois c'est le notif qui fait croire que c'est un comportement attendu. Donc c'est chiant. C'est chiant. On peut rotate un RIB comme on rotate une API key ? Je sais pas, je pense pas. Après, je sais pas. Renouveler. Après un RIB, il y en a un qui est issue à chaque fois que tu fais un compte, donc je pense que au niveau de ta banque, si tu demandes juste à créer un nouveau compte de dépôt, que tu vires tous tes sous sur ce nouveau compte de dépôt et que tu fermes ton ancien compte de dépôt, bah t'as rotate un RIB. Ouais, enfin c'est relou si t'as plein de trucs en place Ouais, tu me diras, si tu rotate un RIB, c'est pour plus qu'il y ait de trucs en place. Finalement. Oui, bah oui. C'est justement pour virer tous ces prélèvements SEPA qu'il y a déjà. Et on est bien en France. On est quand même bien en France. Tu cherches comment renouveler le numéro de RIB, tu tombes sur impôts.gouv pour être sûr de bien payer les impôts. Le deuxième lien, Banque de France. Ouais. Eh ben, faudrait que les banques apprennent de nos providers SaaS. Voilà, c'est tout. Ce serait par contre, ça m'intéresse, le renouvellement de RIB. Non, savoir ce qu'on peut faire d'un IBAN, parce que pour moi, on pouvait rien faire du tout d'un IBAN. Ah bah il a sorti de la thune, hein, tout bêtement. Oui, j'imagine bien. Mais il doit être forcément retraçable. Non ? Oui, tu sais qui récupère in fine parce que tu as fait du KYC pour un prélèvement SEPA. Après, ça peut être un nom factice, ça peut être une pièce d'identité factice. Je sais pas à quel point
tout tient à la vérification d'identité de l'entreprise d'organisation qui a l'accord CEPA pour te le donner de manière transitive. Donc il suffit de trouver le seul organisme le plus éclaté et derrière... Ouais. Mais bon, c'est... Enfin... Maintenant, les banques, elles ont quasiment toutes du KYC qui est pas mal, tu sais, où ils te demandent de mettre ta gueule dans une vidéo, de regarder le filigrane de la carte d'identité et tout. Donc, soit t'as un très bon faussaire et quelqu'un qui fait des super maquillages silicone. Mec, j'aurais une idée pour la vidéo, tu sais, pour le côté montre-toi, et souvent ils te demandent de faire haut en bas, comme ça. Ouais. Tu lances une trade, tu payes un influenceur ou une influenceuse, genre le bon petit 5K, juste pour faire la trend, je me filme de base. Ah ouais. Comme ça, tu récupères un petit challenge, un petit truc avec les têtes de tout le monde et bam. C'est terrible, ne faisons pas ça. En plus, tu le fais faire en mode un peu au saut du lit pour que ça fasse un peu naturel, quoi. Non, faut... De toute façon, il faut même si c'est pas naturel, ça devrait fonctionner. Ah, tu veux passer ce bel article de spatialsec.com? Black Team Ups, Honeypot, non, pas du tout. C'est parti d'une discussion entre deux collègues de la boîte / entreprise SpatialSec, entreprise il me semble, et ils commençaient à dire ah là trop cool, mais vraiment sous forme de troll entre eux. Ah, il y a une formation Logbit, formation Black Ops pour arriver à devenir Black Hat. Voilà, certifié de Black Hat, un Black Team Operator. Black Team, parodie de Red Team. Et ils ont commencé à rigoler un petit peu et dire qu'il allait y avoir non pas des cours de Burp Suite et de Al-Qaïda, mais des cours de ransomware de service, de blanchissement d'argent, de craquage de cobalt, etc. Paiement en crypto. Ils sont allés vraiment loin dans le délire. Vu qu'ils ont vu qu'il y a des gens qui commençaient à les DM, ils se sont dit on va regarder ce que ça donne. Ils ont fait un petit site qui explique comment on peut rejoindre la communauté, de quoi elle est faite, qu'est-ce qui est présent dans la formation. Ils ont vraiment fait un fake Udemy, un petit fake Udemy en speed, en 15 minutes, et ils ont commencé à faire un domaine pour récupérer les mails des gens qui voulaient subscribe à cette formation. Avec un petit front, ils ont fait full ChatGPT, non, Claude LLM. Je pense pas qu'il ait fait du V0, on en reparlera de V0, il y a des trucs en cours. Mis le tout sur un EC2, déployé, mis à jour les bio Twitter, etc. Et derrière, fait un peu de merchandising. Grosse déception, a priori il n'y a que deux sweet shorts qui sont partis pour le merchandising, mais ils ont eu plein de gens qui les ont contactés avec des mails pas si anonymes que ça pour dire et du coup, certification Black Team, il y a moyen? Est-ce que c'est cassé les mails et les notifs? Donc voilà, ils ont outé des gens, ils ont fait leur gros troll, ensuite ils ont parti en mode c'est bon, ça a été seized, et il y a quand même un peu de pas de contre-espionnage, d'espionnage tout court, il y a un peu de troll, ça bâche un certain Oppenheimer, et ils sont partis dans la parodie un peu à la Bear Grylls, non pas Bear Grylls, le loup est dans son habitacle naturel en Chartreuse. Ils sont partis sur le script qui dit dans son habitat naturel, qui se revendique du crime, etc., etc. Donc bref, ça régale, c'est long. Petite map de qui a été concerné, qui étaient les top dick move country intéressés par ça. Un peu de bash kung fu, on adore. Des stats et il y a quand même des gens qui se sont amusés à un rickroll via le submit de mail de cette Black Ops. Donc c'est bien, on garde les bonnes habitudes, c'est beau jeu, c'est chouette. Magnifique. C'est peps. Oui, du coup, Yanzax qui confirme que le seul moyen de changer un IBAN, a priori, c'est de fermer et refaire un compte. Donc c'est vraiment déplorable, je trouve. Hello, Zegraud, nouvelle personne. Un gars savant que lui a proposé sur Twitter. Bonjour, vous voulez que je change votre RIB? Donnez-moi votre RIB et je vous donne un nouveau RIB. Et il dit bien de la chance qu'à la mienne m'a dit d'ouvrir et fermer un nouveau compte chèque. Ah, t'as dû le faire? Tu l'as fait? Genre post-free ou autre nécessité? Je suis curieux. Nous enchaînons donc sur Glaze WM. Je savais pas que ça existait, enfin je savais qu'il y avait des tentatives, mais pas que ça existait en clean à ce point-là. C'est du tiling manager pour Windows. Oh. Et en vrai, le petit truc où tu ouvres, tu resize, tu changes, tu balances sur notre workspace, c'est la démo que je fais d'habitude pour Flexi 3. Donc, c'est le floating, le décalage, ils ont vraiment repris toutes les features principales. Je sais pas à quel point l'installation est chiante ou pas, mais je trouve ça super prometteur.
super cool. Plus la petite barre en haut. On peut dire que c'est un Windows Manager. Non, elle est bien. J'aime bien. Et du coup, ils ont commencé à discuter de plein de choses, de SimpleYAML, de The Bar, de choses comme ça. Et il me semble qu'il y a un endroit où ils disent que l'idée a été prise, où on m'a partagé ça. Voilà, on va partager ce tool parce que il a été pris de ce repo, Make Windows Pretty, qui parle de plein de choses super chouettes. Donc le Window Manager, le The Bar, le PowerToys qu'on avait déjà pour tout un tas de shortcuts et de petits outils. Système de wallpaper plus custom, système de terminal moins éclaté que le terminal Windows de base, et donc il a en effet l'air vachement plus agréable. Donc voilà, ils sont en train de rendre... Je crois pas que ça c'est un Windows, hein. J'y crois pas du tout. Si. Ça c'est une fenêtre, tu mets ce que tu veux dedans. Par contre ça là, se dire que derrière c'est un Windows, c'est beau jeu. T'as un peu les boutons qui trahissent, mais la barre, la partie graphique et tout est vraiment plaisante. C'est chouette. Non, je retournerai pas sur Windows, mais c'est ouf. Intéressant quand même que ça existe. Ouais. Donc voilà, c'est cool, ça avance. Et PowerToys, si vous connaissez pas, super cool. C'est les premiers qui ont commencé à mettre le système de visual tiling au sein de Windows. En vrai, je suis pas assez utilisateur Windows pour vous en parler plus que ça. Je sais juste que ça faisait ça avant GlazeWM. Après, est-ce qu'il y a encore une utilité à l'avoir une fois qu'il y a un remplacement plus joli? I do not know. Ça c'était bien, ça c'est petit thread sur lequel je suis tombé encore. Bien sûr, j'ai plus Insta, je me mets à lire plus de threads, la base. Globalement, ça met une grosse claque à Facebook en disant que oui, c'est algo biaisé, centralisé, corporate, owné par une entreprise. Ah, c'est mastoc. Mais que Twitter aussi, on le savait, LinkedIn aussi, TikTok aussi, ok. Et bam, petite claque à Blue Sky qui lui se revendique vraiment différent, décentralisé, tout ça. Et globalement, il revient sur plein de claims sur le fait que les données au sein de Blue Sky soient portables et qu'on puisse la sortir et la plugger sur d'autres réseaux en prenant Blue Sky comme source de valeur. Par exemple, si j'avais tant de followers, pouvoir transférer ça sur un autre réseau une fois l'identité vérifiée. Ce serait un bordel, mais admettons. Et sauf qu'il explique que globalement, tout ce qui a été revendiqué est partiellement implémenté ou qu'ils ont mis des méthodes stub et que du coup, c'est décentralisé, t'inquiète. Voilà. Donc à creuser, je trouvais ça intéressant. Il finit quand même sur la petite note douce sur Blue Sky, ça reste vachement plus correct que Facebook, Twitter, TikTok et plein d'autres en termes de guidelines, en termes de non biaisé, non nous mettre dans les bulles de confirmation. Bon, on suit quand même que les gens qu'on suit, hein, mais on va pas te pousser du contenu de force pour faire ingurgiter des trucs que tu veux pas voir. Ouais, et là c'est toi qui choisis ta bulle et qui te met toi-même dans ta bulle de confirmation. C'est l'idée. Bon, on le fait tous de toute façon, mais en tout cas, si on est dans une bulle de confirmation et pas de... Comment on dit c'est la ségrégation. Si tu as le fait de split une population, une masse en deux... Ouais, ségrégation. Ouais. Peut-être pas le mot que je voulais, mais bon. Works. Ne séparez pas la société. Zis, je savais pas à quel point ça fonctionnait bien. En fait, j'utilisais déjà Chaos Client de Project Discovery pour récupérer en termes de bug bounty à partir d'un TLD, donc datadoghq.com, pour récupérer tous les subdomaines, et ça marchait pas mal, mais je me suis rendu compte qu'en fait, ils avaient un peu plus que ça. Il y a certains... En fait, ils regroupent aussi par entreprise, plus le fait de savoir que l'entreprise est déjà référencée sur une plateforme de outils donnés, donc déjà petit gain de temps, je veux que sur celui-là. Il me semble qu'il y a quand même aussi des trucs du genre, je veux ceux qui ont des rewards. Offers reward, oui. C'est mieux. Il veut pas de swag. Ouais, l'autre il met un peu de temps. Offer reward, sir. Voilà, donc nombre de domaines, reward ou non, ça donne pas bien sûr de... Comment dire, d'estimation du reward, ça pourrait être ajouté plus tard, mais du coup au sein d'une même entreprise ça donne les différents domaines, même les différents TLD qui appartiennent à une entreprise, et ça on n'y a pas accès via le Chaos Client, donc je trouvais ça cool. Voilà, petit flex en avant. Ça permet aussi de découvrir quelques plateformes. Le Raccoon Proof je connaissais pas du tout, il y en a sûrement quelques-uns qui sont référencés en tant que bug bounty chez eux en indep sans passer par une plateforme. C'est voilà, je savais pas que ça existait. Je voulais l'aborder en soum comme ça.
Je sais même plus où je l'ai vu passer celui-là, mais j'ai trouvé ça super drôle. Donc c'est un Code Defender, un outil qui permet de faire de l'obfuscation, du packing, de l'anti-debugging et pas mal d'autres choses. Donc non, il me semble que c'est J-Voisin qui a ramené ça dans le Discord. On en discutait parce que, alors anti-debug tout ça c'est bien, mais compiler settings, non, retournons-y. Wait, CTRL F, IDEA, parce qu'en fait ils se sont mis à revendiquer certaines features assez pépites. Bon, donc déjà, quand tu ouvres un fichier dans IDEA et qu'il te fait une tête de troll, tu peux paniquer un peu. Voilà. Parmi les features revendiquées de cet outil, c'est quand IDEA Pro va l'ouvrir, le décompilateur va ne pas pouvoir décompiler, il va juste cracher. Et arriver quand même à mettre en argument de vente d'un produit et que ça marche, on arrive à faire crasher l'outil compétiteur. Bon, déjà, je sais pas combien de temps ça va tenir avant qu'il trouve une parade. Je trouve ça trop rigolo. C'est juste, il y a un tel monopole, bon, un peu moins avec Ghidra maintenant, mais il y a un tel monopole pendant des années avec IDEA que on arrive à le faire crash, c'est un argument de vente valide. Bah, surtout pour l'obfuscation, quoi. Alors, c'est obfuscation, packing, anti-debug, c'est quand même fait pour de l'anti-reverse, quoi. Ouais, c'est ça. Why not, hein. Why not. Stylé. Mais bon, c'est rigolo, ils ont quand même pas mal de choses et la partie packing, moi, m'intéressait un peu plus. Il me semble qu'ils ont... En fait, c'est une boîte qui a plein de produits. J'aime bien aller regarder ce qu'ils font. Capabilities, on peut faire plein de choses. Nous avons les dernières techniques. Et quand même, là aussi, je trouve ça assez intéressant, c'est qu'ils gèrent, enfin, ils estiment ou ils vendent la qualité de leurs produits on arrive à faire tout ça sans modifier la manière dont le code est réécrit derrière. Donc en gros, sans péter les features. Ou avec très peu de réécriture. Enfin, avec beaucoup de réécriture, mais très peu de changements d'implémentation. Donc voilà, assez cool à voir. Je sais pas trop qui pourrait avoir besoin de ça, mais si des gens ont envie de POC ça un jour, ça pourrait être rigolo. Bon, globalement, toutes les grosses boîtes, même en dev de jeux vidéo. Jeux vidéo, oui. Software à licence qui tourne en local, oui. Mais il y a tellement de plus en plus de gens qui s'amusent à faire full SaaS maintenant pour l'abonnement, la monnaie en continu. C'est comme de l'antiforensique. Ouais. Certes. Mais du coup, qui achète de l'antiforensique à part un APT ou un état, finalement? Alors celui-là, j'ai pas grand chose à dire dessus, juste je suis tombé donc sur le site de Double Hunter qui partageait certains tips et tricks pour du hacking de VPC WS. J'ai trouvé ça, l'article était gentil, mais juste son site est pépite. C'est un peu petit pour vous et si je le zoome, je pense que ça va un peu moins kiffer quand même. Donc désolé pour ceux qui sont en tablette, mais en téléphone ou tablette. Mais juste, il est incroyable. Je sais pas le temps qu'il a passé à faire ça, mais je sais pas, ça régale. C'est beau jeu. On est vraiment dans Matrix. Voilà, et du coup, c'était parce qu'il partageait des tricks sur du VPC AWS pour, en fonction de certaines ranges ou certains résolveurs DNS, identifier le VPC. C'est un trick, c'est de la doc, c'est de la lecture de doc, c'est du gain de temps. C'est cool que ce soit référencé quelque part. Alors, qu'est-ce que c'était ça? Oui, alors il y a quelques semaines, à 2 ou 3 reprises, 3 semaines de suite même, j'ai eu l'occasion de péter du Laravel. Et du coup, je me suis réintéressé à Twig. Et en fait, j'ai appris pas mal de choses que je ne savais pas sur Twig. Genre le nombre de trucs que tu peux faire, genre il y a des systèmes d'ajout de tags, des systèmes de render, des systèmes de fonctions, des systèmes de filters. Je pensais que c'était un peu plus simple. Bon, il y a un truc qui est rassurant, c'est que une fois que le template a été compilé, il n'y a pas d'AST qui est construit ou quoi, c'est toujours du eval, c'est toujours du bon gros eval à la fin qui passe. Et du coup, je tombais sur cet article en lisant un peu, donc c'était du Twig au sein de WordPress, via un système de shortcode, donc de bannières ou de tags qu'on peut ajouter pour demander demander à WordPress de faire une action particulière. Et là, en l'occurrence, ce shortcode a permis de rendre accessible du rendering Twig, qui derrière peut être exploité. Et donc il explique qu'en mettant ces bouts de shortcode au sein d'articles ou de commentaires, je suis pas sûr, articles c'est sûr. Donc as author, les réutiliser, ça permettait d'avoir du rendering de template. Cool, ça commence. Ensuite, il a commencé à partir sur des trucs un petit peu plus joueurs à base de filtres. Bon, moi en l'occurrence, tout était bloqué. Je suis tombé sur, à 2 reprises, des Laravel en mode debug, mais avec un nombre de allowed function quasiment vide. Donc en fait, t'as un truc qui a été
mis en mode debug, en mode non-production, avec tous les built-in pour faire système, du dump, du print, des choses comme ça. Mais on t'a donné un sac vide. Donc j'étais un petit peu déçu. Je vais baisser un peu la musique avant de devenir fou. Hop. Je sais pas pourquoi moi ça change autant. N'hésitez pas dans le chat à dire si jamais c'est un peu fort, pas assez fort. Donc voilà, de la SSTI Twig, le dump que j'avais exposé n'est pas présent. Et ensuite je me suis dit bon bah très bien, je vais regarder un petit peu dans l'objet Twig qu'est-ce qui est présent. Donc juste faire un gros var dump de l'objet du template renderer. Drive. Question pour 2 Kama. 2 Kama. Ouais, et le chat pour 20 Kama. Vous jouez pour 10 fois plus que Drive. Je me demande ce que je vais faire de tous ces deniers, moi. Un var dump du Twig renderer. Donc qui va juste être là pour faire le rendering. Combien de lignes ça a? Parce que j'ai commencé à inspecter un petit peu et je me suis dit. Juste var dump de. Là ils en montrent un petit bout, mais juste l'objet qui va. Qui implémente le reste. C'est très flou. Je dirais entre 2 et 200 000. 380 000. Oh merde. Donc j'ai commencé à scroll et j'ai tout de suite arrêté de scroll, ensuite mon browser s'est arrêté. Mais du coup ça veut dire une chose, c'est que ok il y a boire des filtres, j'ai passé un peu de temps, ça veut dire qu'il y a trop de choses dedans, il y a trop de variables, trop de références indirectes, c'est sûr qu'il y a moyen de faire des dingues, même quand il est mis en mode un peu hardené, c'est sûr. Donc voilà, et là toujours il y avait trouvé un système pour, sans avoir de code, sans avoir pas mal de choses restreintes, récupérer à partir du dump de certains attributs et en retranchant ça, de pouvoir réécrire système, faire la string concaténation et derrière, avec un système de mob de join, faire exécuter ça. Elle est assez cool, c'est chouette, il n'y a pas beaucoup de docs en fait. Il y a plein de docs de fonctionnement de Twig, mais il y a beaucoup de docs d'exploitation qui vont aussi loin que celle-là. Donc je voulais la référencer quelque part. Genre le système de création de payload est assez cool. C'est un gain de temps conséquent. Donc that's nice. Celui-là, ouais. Celui-là, ça va pas te le lire en entier, mais juste je voulais repasser sur les grands facts qu'ils ont récupérés. Alors, petit fact numéro 1, les long-lived credentials sont toujours un risque majeur. Et en fait, on va itérer sur 5 ou 6 facts. Ils appellent ça State of Cloud Security, et c'est tout à fait légitime. Mais globalement, c'est State of Security depuis très très longtemps, je trouve. Parce que, oui, si les credentials qui n'expirent pas, et bah forcément ça va être la galère. Le classico des mots de passe, moins pire si c'est avec les API autogénérés avec des longs formats, des choses comme ça. Fait numéro 2, de plus en plus de public blogs dans le cloud storage. Ça, admettons, ok. Je sais pas à quoi c'est dû, à quoi il le loue, à quoi il le lit. Je pense que c'est de plus en plus de sites statiques, de docs, de trucs autogénérés. Donc avoir plein de choses exposées sur un bucket. Mais bon, plus de blogs publics, soit par IP, soit par nom de domaine, ça veut aussi dire vachement plus de choses exposées. Donc, on va avoir du travail. Ça m'a fait plaisir de le voir. Moins de la moitié des instances EC2 force à avoir de l'IMDS-v2. Donc le fait d'avoir un système de token et de header à ajouter en plus en cas de SSRF pour pouvoir exploiter du cloud AWS. C'est cool, ça veut dire qu'on est encore très loin d'avoir faire les choses bien, mais que ça avance et donc que quand ça aura assez avancé, peut-être un jour AWS pourra couper la V1. Peut-être. Mais bon, par contre, est-ce que c'est la fin des SSRF to Cloud Credentials Disclosure? Je ne pense pas. Il y aura toujours du Gopher, il y aura toujours plein de petites choses pour aller parler. Ou des corps éclatés sur certains sites avec des XSS et du browsering, du PDF rendering, browser side. Il y aura tout ce qu'il faut. Fact numéro 4, les clusters cubes managés ont besoin de configuration non default pour être sécurisés et ça dépend du cloud provider. Oui. Es-tu surpris, cher Dry, qu'il faille une équipe pour gérer un cluster cube vu la complexité du truc? Ça me paraît normal. Ça me paraît pas normal qu'une cube déployée par défaut, genre tu fais nouveau EKS, nouveau GKE... Ah, que ce soit pas sécu? Non, ça c'est pas normal. Mais qu'il y a besoin d'une équipe pour gérer ça... Ok, le dépôt est tous les deux d'accord. Mais il y a quand même le côté, si c'est très complexe de le faire fonctionner, parce que tu dois faire du fine grain partout, il y a un gros frein à l'adoption.
Mais à côté de ça, si tu mets tout open bar pour que ça marche vite et que t'aies des clients, eh ben ils se font gentiment soulever derrière. C'est le trade-off classique, mais ce serait peut-être bien qu'il y ait des presets, genre que tu puisses dire démarrer mon cluster UKS en mode dev du dimanche, ou le démarrer en mode CQ full harden. Ouais, psycho-rigide. Pourrait être pas mal. Possible de diminuer un peu la musique. Yes. Can do. En mode tu le lances, tu n'y as déjà plus accès. Can do. La musique a été diminuée un peu. Et dis-moi si c'est good comme ça, Tom. Ouais, tu lances, tu n'as plus accès. Genre comme moi en train de faire la migration à l'Ubuntu 24. Mec, ça fait 3 fois. Non, ça fait 3 fois. Ça fait 10 fois aujourd'hui, plus les jours précédents, que je déploie une VM, que ce soit en VM, que ce soit en Docker avec un Docker desktop à l'intérieur, ou que ce soit en hyperviseur via DigitalOcean. Quand tu mets un Ubuntu 24.04 en headless et que tu l'installes Ubuntu desktop, sur DigitalOcean, il perd ses interfaces réseau, donc je me coupe la patte. Dommage. Ça fonctionne quand tu mets que GNOME Vanilla pendant un temps, mais ensuite le Session Manager via nos machines finit par exploser. Très Dans bien. Docker, ça veut juste pas fonctionner. Et en machine virtuelle, j'ai une couille entre, je présume, Wayland et la gestion des sessions, ou peut-être mon GPU qui est pas kiffé, mais normalement il est abstrait. Je sais pas. Et du coup, y a rien qui marche. Ubuntu 24, c'est cassé. C'est cassé. C'est pas grave, c'est une version temporaire de dev qui sera jamais LTS. Oui, c'est vrai. Ça me saoule. Ça me saoule vraiment, j'ai tout qui est prêt, je suis en train de passer ma vie dessus. Un peu envie de mourir. Donc s'il y a des gens qui sont chauds en débugage Linux, en GUI, en Wayland, en Sway ou en gestion d'interface graphique à partir de headless, faites-moi ci. Ce serait avec grand plaisir que j'utiliserai vos lumières. Fact numéro 5. Les rôles IAM insécures pour les third parts et les intégrations AWS laissent les comptes AWS à risque. Oui, si on a des third parts dans tous les sens et qu'on a des credentials dans tous les sens pour que ça tombe en marche, on a plus de surface d'attaque. En effet, c'est la sauce. Et la plupart sont surprivilégiés, et ça, c'est sources croisées un peu de partout. Bah oui, c'est compliqué de faire des choses granulaires. Il y a trop de millions de droits différents au sein des cloud providers, c'est devenu trop galère. La plupart des incidents cloud sont dus à des credentials qui se baladent. Donc on pense au dev qui ne fait pas gaffe et push une clé en perso, sur un repo, en public, dans un TF state, dans un bucket, dans des fichiers de build, dans un env, une variable d'env qui s'est fait récupérer au compile time, que sais-je. Oups. Ouais, oups. Il y en a de partout des secrets. Donc faites des secrets qui expirent, au moins pour que ce soit pas à la merde pendant des années. Ouais, faites ça vous sauvera la vie. Mais donc soit les creds qui leak, soit des creds qui rotate pas assez vite et donc qui sont des vrais problèmes une fois qu'on se rend compte de la faille. Prenez le temps de faire des creds qui rotate, voire de l'autorotation, même si c'est un peu un gouffre de temps. Et excessive privileges, donc bien sûr plein de morceaux d'infra, de cloud, de composants, d'IAM qui tournent avec des privilèges dont ils n'ont pas besoin. Et ça vraiment on rend bien compte en lançant des outils d'Enum AWS, des outils d'Enum Cube, et sûrement des outils d'Enum un peu plus liés au HashiCorp. Et l'exemple le plus trivial de ça à mon sens, c'est les user routes dans Docker. C'est un accroissement de surface d'attaque énorme, c'est des privilèges non nécessaires. Et ça rend le pétage de back-end web vachement plus simple que si c'était un user, parce que écrire une cron tab, parce que écrire une conf LDSO, parce que pouvoir lister le proc self de tous les process, ce qu'on ne pourrait pas faire si on avait un vrai user. Donc 12is, lower the privileges, please. Maintenant, petit article du pote Antoine Meyer, très actif sur LinkedIn. Ça va dans la suite du Cloud Security State de Datadog. Il y a une box qui est sortie, il me semble que c'était sur Hack the Box. Non, c'est sur Try Hack Me. C'est une salle pour s'entraîner à l'exploitation cube, à l'énumération et la manipulation de commandes. C'est super chouette, cube, faites du cube. Donc c'est un petit appel à lisez la première partie. Si vous trouvez ça intéressant, motivez-vous parce qu'il y a un peu de pétage cloud et c'est de ce que j'ai vu du write-up, c'est une box qui est vraiment représentative de ce qu'on peut trouver en vrai.
dans des pentest cubes que j'ai pu faire dans mes années de pratique. Donc voilà, étant donné que c'est représentatif et assez didactique, essayez, kiffez le write-up si vous voulez juste bouquiner, et sinon faites des petits rétextes. Et si vous trouvez d'autres box intéressantes sur l'exploitation Kubernetes, n'hésitez pas à me les faire passer. Parce que c'est grave cool, péter du cube. Déployer du cube c'est cool, péter du cube c'est cool. Hardener du cube c'est dur. Très très dur. Tu fais du Rust? Je ne fais pas de Rust, mais j'ai envie de l'apprendre de la mauvaise manière. Nice, de la manière la plus dangereuse qui soit. Pourquoi ne pas faire du C finalement? Non. C'est écrit là, you can't write C. Ah. C'est tout. Non, voilà, juste globalement, c'est une alternative qui est sortie pour apprendre Rust. Il y a il y a pas mal de guides pour la manière optimisée d'apprendre tel langage ou comment survoler une bonne partie des features utiles, des fonctionnalités que vous allez utiliser en laissant le reste de côté. Celle-là, c'est l'approche. On va vous faire trimer, mais on va vous montrer en quoi est-ce que c'est différent, pourquoi est-ce que les choses sont faites d'une manière spécifique. Sûrement plus long, sûrement, je vais pas dire plus, mais on va dire didactique dans d'autres manières. Je pense que je ne ferai pas ce cours, même si il est super intéressant. Rosebook, ça aura lieu. Mais le temps, mon Dieu. Je suis coincé dans les rendez-vous comptables, mais pas le temps de lire ça, là. Mais bon. As-tu vu passer Vulhunter? Oui, j'ai vu passer. Je n'ai pas lu. Eh ben c'est monstrueux. Ils ont commencé à faire. Donc globalement c'est une entreprise, Protect AI, qui a commencé à entraîner des IA pour faire du. Donc c'est un peu dans la série de Xbo AI, sauf que là ils ont commencé à coupler ça à un analyseur statique Python, de l'API pour aller récupérer en boucle du code sur Git et les repos associés pour analyser tout ça en mode statique. Et voilà, ils ont lâché leur IA et ils l'ont laissé tourner sur des softs et ça a commencé à retourner quelques bugs. Donc du Comfy UI qui est connu, c'est tout le DIA, enfin tout le DIA aussi, tout le front-end pour utiliser plein de LLM, que ce soit de la photo, de la vidéo, du son, du texte et j'en passe, les uns avec les autres, un peu comme Unreal Engine. Mm-hmm. Enfin voilà, ils ont commencé à péter différents trucs. Principalement des outils d'IA pour attaquer des outils d'IA en Python. Je serais curieux de voir combien de frameworks ont été testés. Parce que quand même, tu te dis que tu lances une IA et que tu changes autant de petites failles sympathiques pour une V0, une V1 peut-être, c'est déjà très solide. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ouais. Mais je pense qu'on va vers un remplacement lent mais sûr de nos personnes. Je pense. Non. Bah mec, je sais pas. Globalement, lire du code, essayer de regarder, de comprendre ce qu'il dit, googler pour voir ce qu'il fait, et aller chercher plus de code et recommencer, c'est quand même bien ce que je fais. Hein. Oui, mais il y a plein de choses que les IA savent pas faire. Pratiquer de la logique et aller chercher des problèmes purement logiques, les IA sont pas très fortes là-dedans. Ouais, quoi. Mais si ton IA, elle sait extraire une logique de code et pondre un script Z3 pour regarder si ça arrive à extraire quelque chose ou résoudre des passes, si ton IA arrive à trouver les outils qui vont bien pour faire quelque chose... Et il y a un truc que l'IA aura pas aussi, c'est la compréhension du métier dans lequel elle se trouve. Oui, mais l'avons-nous cependant. Comment ça, l'avons-nous? Des fois, pour des tests métiers, des pentests, des trucs comme ça, bon bah tu testes l'aspect technique de l'application, mais l'aspect métier, je vais t'avouer que même en voulant être minutieux, ça m'est déjà arrivé de tomber sur des applis et me dire ça, je le mets dans le rapport, mais j'ai aucune idée de si ça a de l'impact ou non. Et pour différentes trouvailles, des fois c'était non, et des fois c'était si vous l'aviez pas remonté, c'était faute grave. Donc oui, et ça c'est un truc que l'IA aurait ou n'aurait pas remonté, et effectivement ça aurait été faute grave, et toi ça aurait été faute grave parce que t'as ce truc humain où t'es pas juste en train de lire du code et de faire de la technique, et tu comprends un peu le métier de l'entreprise dans laquelle tu bosses, quoi. C'est l'idée. Je t'attends un instant. T'entends la musique? Je l'ai ultra pas fort et fort. Moi je l'ai beaucoup baissé.
de mon côté. Ok, c'est good. Right, si ça coque comme un canard et que ça flotte comme un canard, c'est que ça marche comme un canard. Exactement. Et ben, je pense que je vais me faire canarder. Enfin, que on va, globalement. Mais on va voir, il y a un petit article lié à ça. Est-ce que j'arrive à retomber dessus? C'est celui-là. Is AI in cybersecurity overhyped? Est-ce que tu as un avis sur la question avant qu'on aille sur la suite? J'ai lu cet article et à la fois oui, à la fois non. Overhyped, oui, parce que tu lui demandes de faire des fois des trucs ultra basiques, de trouver une XSS, tout ce qui te recrache, c'est les 3 mêmes payloads. Voilà, donc tu te dis il a une incapacité à faire évoluer pour trouver des trucs un peu créatifs. D'un autre côté, il y a aussi des trucs qui marchent super bien et des fois tu vas faire 2-3 prompts à un LLM et t'auras flag ton chal, quoi. Ou flag, comme on l'a vu juste avant, de la recherche de failles. Oui, carrément. Ouais, c'est vrai que j'ai pas couvert en entier, mais en plus, dernier truc que j'ai oublié de dire quand même avec ce tool-là, c'est qu'ils l'ont open sourcé pour de vrai. Genre, aujourd'hui, vous pouvez aller mettre votre token et commencer à l'utiliser pour faire de la recherche de failles. Donc ça va être sympa. Le tooling commence à sortir. Et du coup, pour celui-là, Isaiah overhyped, je suis d'accord avec tes arguments, que globalement, oui, c'est overhyped de fou, que c'est pas utilisé, que c'est utilisé à plein d'endroits alors que ça a rien à foutre là, qu'il y a plein d'endroits où ça devrait être utilisé, et ça ne l'est pas encore. Tiens, il y en a un deuxième que je retrouve. Non. Parce que, en fait, la moindre toute petite hallucination qu'il va y avoir, elle pourrait faire foirer 100% de la suite de quand tu vas chercher une vuln ou un flag dans un chal de CTF. Ouais. Et ça, c'est un truc qui est hyper humain, quoi, de revenir en arrière, de backtracker un petit coup et puis de faire ah merde, putain, j'ai oublié de réécrire les nouvelles données mieux formatées dans le fichier, alors que l'IA repartira peut-être rebacktrackera pas sur comment elle avait formaté les données dans le fichier, ça lui donnera une erreur qui est complètement incompréhensible par la suite, et elle va s'enfoncer dans des pip install avec des versions fixées et tout. Alors je pense que oui, c'est overhyped et il y aura toujours besoin d'un humain en tout cas pour rechecker, quoi. Ok. Donc moi je pense que c'est overhyped, mais globalement tous les arguments, déjà je pense qu'il y aura pas plus forcément besoin d'un humain pour rechecker dans la plupart des cas, parce que comme pour les voitures, comme pour pas mal de choses, comme pour les lectures de pas mal de documents de médecine, ça va très vite faire moins d'erreurs que nous en fait. Là on est encore au balbutiement, mais ceux qui pensent qu'on ne sera pas remplacé, pas tous, mais en grand nombre par ce genre de techno, je pense qu'ils sont dans le faux, quitte à me tromper. Which is totally ok. Mais là, le côté... tous les arguments, j'ai pas réussi à être d'accord. On se repose trop sur l'automatisation, le AI driven, sauf que c'est statique, ça passe de la donnée et ça va pas faire plus que ce que ça sait déjà. Pour l'instant, oui. Dans pas mal de cas, on va voir... une IA pourrait commencer à lancer ses propres sets d'entraînement en allant parser de la nouvelle donnée. La donnée continuera à être créée. Le système de faux positifs et de faux négatifs, les humains en font encore plein et sûrement potentiellement beaucoup plus que les IA. CF notre échec sur les CAPTCHA. Bon, c'est un peu facile, mais juste demander à un humain, j'ai dit un truc une fois de plus qui pourrait embêter pas mal de monde, mais globalement quand on fait de l'analyse d'images précise pour le cerveau, pour les poumons, pour pas mal d'organes, pour voir s'il y a un cancer, des choses comme ça, la lecture par IA, ça chope des trucs que des humains auraient jamais chopé. Bien sûr, on demande une relecture par un humain derrière, parce qu'il y a une question de droit, il y a une question de feeling humain. Juste, ça peut être très dérangeant de se dire que notre vie ne tient qu'à une machine. Mais globalement, si on regarde les stats et le volume de trucs qui ont été testés, quitte à fact-checker les résultats d'une IA avec une autre, c'est trop... Enfin voilà, je ne comprends pas les gens qui se disent que on va pas se faire gentiment rattraper en termes de compétences par rapport à ce qui avance. Bref, l'IA est vulnérable à des attaques, nous aussi.
Ce que fait l'IA dépend de la qualité des données. Bah, si on trouve 0 doc, bah, on va être éclaté et pas efficace non plus en tant qu'humain. Il y a pas mal de choses où ça explique que la donnée est biaisée, que des fois il y a trop peu de données sur un sujet. C'est vrai, mais du coup l'humain il va galérer pareil. Enfin, il va galérer différemment, mais bon. Ouais, mais l'humain, il finira par réussir à trouver une solution, même si c'est en montant une équipe de 17 chercheurs parce que l'IA pourra pas aller plus loin et elle-même monter son équipe de recherche et créer des données parce que si les données n'existent pas et qu'elles peuvent pas être découvertes. Et pourquoi pas, il n'y a rien qui t'empêche de la plugger à un banc de mesure ou de donner une imprimante 3D pour qu'elle crée des trucs. On en est qu'au tout début, j'espère potentiellement pas qu'on aille jusqu'à un truc où on va faire en sorte que l'IA soit interfacée avec le monde physique, même si c'est finalement déjà le cas avec les bots de Mr. Musk, et pas que. Je sais pas. Ça me laisse perplexe. Problème de coût trop élevé et de skill shortage. C'est vrai pour les GPU comme pour les pentesters ou les gens en sécu, et c'est vrai pour les entraînements d'LLM comme nombre d'années de formation plus salaire d'un humain par rapport à une IA. Enfin, je sais pas, tous les arguments, je trouve qu'ils allaient dans les deux camps et juste... Ouais, après, le corps humain, il a une efficacité énergétique qui est absolument incomparable à celle d'une IA. Si on se met, si on imagine que les humains sont aussi des machines, tu vois, l'IA, la meilleure IA du monde, elle consommera toujours infiniment plus d'énergie qu'un humain, finalement. Mais non, infiniment moins. Le temps de l'entraîner, je suis d'accord que le temps de l'entraîner, t'as quelque chose, mais derrière, à l'utilisation, ça va être infiniment moins. Ah non, parce que le corps humain, il consomme rien pour faire des gros résultats, mais en même temps, nos résultats, on compulse rien en termes de données. Enfin si, on compulse énormément de par la vue, ce qu'on entend, et bien plus, mais là, en termes de mémoire, tu fais recracher de la donnée à un LLM, jamais j'aurais ça dans ma tête en intégralité en même temps, mais jamais de la vie. Et l'humain, il a pas besoin de ça. L'humain, il a besoin d'avoir deux mains et d'avoir un moteur de recherche qui lui permet d'aller trouver ça. Mais par contre, il est capable de faire des tracés de zinzin entre toutes les données qu'il trouvera avec ses deux mains et son moteur de recherche. Ouais, et en plus, que si tu donnes les mêmes tools que tu donnes aux humains à une IA, je sais pas, genre, exemple, à mon sens le plus parlant. Bon, je suis d'accord que point de vue XBO AI, en termes d'efficacité, on peut vraiment toucher à tout, mais tu mets aujourd'hui même un senior security versus une IA sur des tâches optimisées pour son domaine, en termes de retour, d'efficacité pour le temps passé, tu mets une rouste à l'expert. C'est ça, ça fait gagner énormément de temps, mais tu vois là, l'IA elle fait 75% sur Portfigure, elle fait 72% sur Pentester Lab, etc. Un pro, il fait 100. Ouais, mais une IA que tu te mets... Là, alors, je maintiens qu'on est encore au tout début du fonctionnement des IA. Par contre, pour moi, il y a un truc, c'est tu prends un pro, l'IA peut-être qu'elle te fait ces 3 scores-là en 2 heures de compute. Par contre, tu prends un pro avec une IA et tu les fais bosser ensemble, le pro peut-être qu'il te fait 100 en 10 heures de taf, contre 100 ou 200 s'il l'avait fait sans IA. Potentiellement. Bref, on pourra en parler des heures, je pense. Mais voilà, je voulais être grognon. Ah oui, si, j'ai quand même juste rouvrir ce site une dernière fois. Que j'ai perdu, bien sûr, bravo, moi. Retourne en arrière. Je voulais quand même revenir dessus parce que le contenu, déjà, c'est cool. On n'est pas du même avis, mais je respecte totalement le point de vue. Et juste, le site, il est trop cute. Oui. Genre, il est esthétique, il est bien fait. Il marche tout bien, il est relativement léger au chargement. Il y a toute une partie, ce que je fais en termes artistiques, c'est grave cool. C'est beau, ça régale. Voilà. Et puis je suis très content que des fois on soit pas du même avis que d'autres personnes, sinon ce serait bien triste. Ça, à ton avis, c'est bien d'utiliser de l'IA sur Feuf ou pas? J'imagine, oui. Mais après, le temps de compute de l'IA, ça doit
Enfin, tu dois y perdre un peu en rapidité aussi, non? Faut regarder ce qu'ils font avec. Donc globalement, on plug l'API key, on lance un coup de Python et on regarde ce que ça donne. Ou alors regarder en termes de prompt. Ou alors t'as une grosse machine qui a du compute infini, mais enfin moi c'est pas le cas quoi. J'ai pas un SLI avec 10 40 90. Ouais. Et ben tu vois justement, entre ce que tu dis, t'as pas de SLI, ça peut prendre du temps, oui. Réponse de Yonzax, ça peut coûter cher, oui, clairement, si on se rend pas compte et qu'on a un while true qui balance des choses. Enfin, on commence à passer d'un truc où on prend du temps pour du pentest à un truc où on commence à jeter des centimes à chaque scan. Ça embête un peu, et comme dit aussi Karaon, why? Ce match sur statut égale 200, non, faut tout scanner, ou non. Toujours est-il, les prompts c'est voilà les HTTP headers, donne-moi les trucs intéressants, en définissant un petit peu ce qui est intéressant, et en demandant globalement de faire un output JSON, ce qui est une option déjà intégrée à FUF. Hein. Pour moi, ça c'est pas un truc qu'un bon script Python peut pas faire en 10 lignes de code quoi. L'IA elle va zapper des trucs. L'IA va zapper des trucs. Là, on va lui donner un scan, c'est comment dire, théorie de l'information. Un scan, c'est sûrement, ça doit suivre la loi de zip, loi de zip. Hop. À savoir que hop là, non merci. Plus on a, attends, qu'on s'est dit. La loi de zip fait une observation empirique concernant la fréquence des mots dans un texte. Elle prit le nom de son auteur, George Kingsley Zip. En temps de la fermeture éclair, by the way. Cette loi a été d'abord formulée par Monsieur Soup. Par Monsieur S. Soup, et j'aimerais savoir comment il la décrit. Voilà, le mot le plus court à utiliser 8000 fois, le 10e mot 800 fois, le 100e mot 80 fois. Et on voit une corrélation inverse entre le plus courant, et ça fait vraiment des belles courbes, la corrélation inverse, on émet une relation entre les deux. C'est vrai pour un scan aussi, ça veut dire qu'on va avoir sur une liste de 10 000, on va avoir 90% de résultats similaires voire identiques, et derrière 10% de résultats intéressants. Donc avoir un système de détection d'aliens pour regarder que ce qui est intéressant et un check, faut pas une IA. L'IA, elle va être là pour juste faire cramer des thunes sur les 90% sans récupérer des choses intéressantes sur ce qui reste. Enfin, en faisant potentiellement des faux négatifs sur ce qui devrait être analysé. Donc non, moi je condamne, j'accuse. Mais par contre c'est cool de POC quand même, juste pour voir ce que ça peut donner. Mais ouais, et puis après, il y a un truc aussi, c'est que tu risques d'avoir, tu vas faire 2 scans, comme les LLM et tout ça, ils se basent sur du random pour seeder. Entre 2 scans, tu vas pas avoir les mêmes scans et donc tu n'auras pas les mêmes résultats, ce qui fait que c'est un peu comme si tu mettais un facteur chance dans ton scan, alors que si tu as une word list qui est prédéfinie, que tu as un bout de script qui te mélange de manière très savante tes inputs. Ça. Alors en ce cas-là, je réouvre le Protect AI encore une fois parce que random. Non. Luck. Ah, déterministique. Voilà. Parce que les LLM ne sont pas déterministes, on peut lancer le tool de multiples fois sur un même projet et avoir des résultats différents. Je pensais qu'il y avait un système de température et qu'on pouvait avoir, pour des raisons de débugage, les mêmes poids, ça doit dépendre bien sûr du backend qu'on utilise, mais qu'on pouvait avoir donné un côté déterministique au LLM. Bah, en fait, tu peux donner. Enfin, c'est compliqué parce que il faut que tu lui donnes un seed à ton LLM pour qu'il parte d'un truc. C'est comme la génération d'images, tu es obligé de lui donner une image avec du bruit pour que lui après si tu réutilises le même, je pense que théoriquement là ils deviennent déterministiques, sinon ce serait pas logique. Eh bien j'avais lu des trucs sur ça pour la partie débugger du code avec des LLM en pouvant reproduire les problèmes, ce qui est quand même vachement plus pratique pour débugger. Et là ils disent l'inverse. Donc je suis pas trop convaincu de ça. Mais par contre qu'on puisse avoir un côté aléatoire volontaire en changeant l'acide, ça oui complètement. Justement, je pense que c'est le fait qu'ils se basent sur un système de seed qui les rend non déterministes.
non? Ouais, mais là il dit, en gros, on le comprend, parce que les LLM ne sont pas déterministes, comprendre, on ne peut pas les rendre déterministes. Sinon, il pourrait dire, on a fait un mode pour avoir la même seed à chaque fois, non, grep seed, rien. Mais anyway, c'est rigolo de se dire que c'est comme c'est un pentester boîte de Pandore. Tu jettes ton outil dessus, des fois ça va trouver, des fois ça va pas trouver. Ouais. Bah On va après, faire en vrai, pareil comme avec un les pentest. builds. À peu près comme un pentest. Des Pour fois, ça, tu on va vas être trouver, des remplacé. fois, tu vas pas trouver. On va être remplacé. Et moi, je pense que le pentester va trouver des trucs, l'IA va trouver des trucs, et les deux vont pas trouver les mêmes trucs. Ils vont trouver des trucs en commun, mais pas forcément les mêmes. C'est sûr. Et que, C'est sûr. d'après la loi de Zipf, le scanner automatisé qu'on va appeler l'IA, il va trouver 90% de trucs pas intéressants. Peut-être. Parce que... Mais attends. Du coup, comme nous en Bug Bounty. Allez. Super.